Bonjour. Bonjour. Dans l'audio précédente, dissonance psychologique, tu as parlé d'enfants illégitimes pour désigner un enfant issu de castes ou de races différentes. Alors, quelqu'un qui débarque sans avoir entendu ce qui a été dit, il va trouver les propos réacs, mais bon. Donc, je disais que quand on parle d'enfants illégitimes en Occident, c'est compris comme le fruit d'une union extra-conjugale, quoi. Tu vois? Oui, je comprends bien, d'ailleurs, c'est assez juste, mais là, en l'occurrence, dans le monde traditionnel, quand les choses se passent dans la norme, on pourrait dire déjà les couples sont choisis par rapport justement à des positions identiques sur le plan de la caste, c'est-à-dire sur leur degré, leurs états. C'est pas, tu vois, comme pour en venir à la tradition de l'Inde, les brahmanes se marient entre eux, les kshatriyas entre eux, etc. On ne fait pas de mélange de castes pour éviter justement ces incompatibilités congénitales qui sont là, qui créent ces dissonances psychologiques. Bon, ça on a compris. Voilà. Donc c'est ça, en quelque sorte, l'enfant illégitime, c'est celui qui est né, qui est issu de parents qui sont, eux, avec cet écart de plus ou moins grand entre une caste et une autre. Donc voilà. Ça n'a pas du tout la même signification qu'en Occident. C'est pas du tout, c'est qu'en Occident, ou actuellement peut-être même d'ailleurs dans bien des pays, on ne tient plus compte vraiment de ces castes, on ne tient compte que de la légitimité sur le plan légal, par rapport d'ailleurs à une tradition, par rapport à une législation profane. Ce côté extra-conjugal, il est en rapport avec le fait que quelqu'un soit marié ou pas, justement, avec la personne en question. Mais là, en l'occurrence, quand je parle de cette impureté, ça ne veut pas dire qu'il est légitime de faire des enfants en dehors du mariage, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que comme le mariage est quelque chose qui a été fait en rapport direct avec cette connaissance des castes, donc il n'y a pas de problème là. Mais si on marie deux personnages qui, eux, sont des personnages, sont dans des états différents, c'est-à-dire donc qui font partie de castes différentes, on fait des enfants illégitimes. Oui, disons que ça allait de soi qu'un enfant était issu d'une relation. Voilà, c'est toujours dans la norme des choses. Alors on peut plus discuter à présent de ce qui se produit. On est dans l'illégitime, on est dans l'illicite le plus total. On les clôt au niveau légal, mais ça ne signifie plus rien du tout. Même d'ailleurs dans le monde arabe où le mariage a une importance bien précise, où les rites sont encore faits selon des règles, tout est juste, mais après, ne tenant plus compte des races, on peut marier des personnages qui se retrouvent en contradiction sur le plan essentiel, ce qui veut dire que les enfants qui naissent de là, c'est des enfants qui sont dans un marasme. C'est difficile hein, quand même, parce que bon, c'est plutôt au niveau des classes sociales hein, qu'il y a une certaine fermeté dans le monde musulman actuellement. Il faut qu'une femme elle trouve un mari qui est dans une certaine classe sociale élevée. Oui, ben justement, donc c'est l'inversion. Oui, tout à fait. La classe sociale n'a rien à voir avec la caste. Oui, tout à fait. Alors, il y a un terme qui m'écorche un peu l'oreille, c'est impur. D'être issu d'une relation comme ça, on devient un enfant impur. C'est un peu dur à entendre, quoi, tu vois. Un enfant impur, c'est qu'il est né, justement, avec cet écart qui crée justement ces dissonances psychologiques. Alors l'impureté consiste à être ces dissonances psychologiques. Il ne faut pas en faire un aspect sentimental. Oui. Il n'est pas homogène, il est disparate par la force des choses. Donc il ne sait pas exactement. C'est d'ailleurs ce qui se produit chez la majorité de nos concitoyens actuels, c'est cette recherche constamment de se remettre en question sur je ne sais pas quoi. C'est quoi? C'est justement un manque d'homogénéité totale. D'accord. Voilà. C'est la même différence qu'on pourrait faire entre les couleurs fondamentales et les couleurs secondaires, on peut dire. Je verrais pas ça tout à fait. On peut toujours y trouver un symbolique, mais je veux dire là en l'occurrence, voilà,
c'est surtout ce côté, ce marasme. Et d'ailleurs, la société moderne, elle est dans cette position-là. Parce qu'en quelque sorte, la position de l'homme moderne, de cette société moderne, on peut dire que la société dans son ensemble est hors caste, dans le sens du paria de l'Inde. Tu vois? Oui, oui. Parce qu'elle a perdu ce caractère d'homogénéité et sa tendance elle a une tendance à réaliser toujours les possibilités qui sont exclues par les autres hommes. C'est-à-dire que cette société actuelle, moderne, elle se repaît de ce que les autres ont abandonné et laissé de côté. D'accord. Voilà, c'est une tendance à la transgression en quelque sorte. C'est trouver une satisfaction dans ce que les autres rejettent. Et les traditions ont rejeté toutes ces considérations dans lesquelles on évolue actuellement dans le monde moderne et qui satisfont le monde moderne et qui sont, disons, même la carotte pour faire avancer le prétendu progrès dans le monde moderne, eh bien, c'est des choses qui ont été rejetées par les hommes de tradition. Voilà. D'accord. Pour en revenir à mes couleurs, là, il y a de très jolies couleurs secondaires. Hein. Oui, mais je pense pas qu'il faut faire un rapport avec ça. Bah, tu parles de pureté. Alors, Oui, mais la pureté, à un moment donné, une couleur peut être ce qu'elle est et rester pure, même si elle est un mélange de couleurs. Ça signifie pas que c'est un mélange fondamental, essentiel sur quelque chose. C'est un symbole, mais une couleur peut rester belle et pure. C'est pas ça, si on la prend séparément. Oui. À présent, il faut voir le mélange de certaines couleurs, ce que ça peut donner aussi. Oui, oui, d'accord. Bah, oui. Surtout si on veut représenter suivant quoi. On ne peut pas faire des comparaisons qui n'ont pas, disons, sont pas sur le même niveau quand même. Oui. Ou alors qui ne sont pas en rapport les uns les autres. Oui, c'est sûr. Voilà. Un symbole, il doit être relié à ce qu'il symbolise. Autrement, ça ne joue plus. Alors, on pourra faire un rapport de couleurs. Si on veut s'occuper d'ailleurs des races, où la couleur là se retrouve être signifiée directement, là, on pourra très bien trouver les différences qu'il peut y avoir, qui ne sont pas déterminées par les couleurs, mais où les couleurs ont un rôle qui est à jouer. Dans le domaine des castes, on n'est plus dans cet aspect-là, puisqu'on est dans l'esprit même. D'accord. Ok. Et alors, bon, à notre niveau, puisque de toute manière, l'humanité en est là où elle en est, c'est-à-dire c'est une grande dilution, on va dire, il n'y a plus de possibilité de faire un retour en arrière, là. Non. C'est fini. Oui, là, on est obligé de vivre ça. Ça fait partie, en quelque sorte, de la destinée de l'humanité, et il faut vivre ça. Par contre, on est en droit de pouvoir savoir ces choses-là, de manière à ne pas prendre des vessies pour des lanternes, encore une fois de plus. Oui. Et de se poser les mille et une questions qui nourrissent les psychologues de tous bords, qui ne résolvent de toute façon rien, mais qui sont là pour finalement parasiter un peu toutes ces choses-là en apparence. C'est un peu des emplois sur une jambe de bois. On peut dire que ces mélanges entre des races et des castes qui ne sont pas miscibles entre elles ont créé au niveau... c'est plutôt au niveau du comportement de l'homme que ça a créé des dégâts, parce qu'au niveau physique et tout va bien, je trouve. Oui, en principe, bien sûr, c'est vrai, sur le plan, mais il y a un aspect qui n'est pas atteint nécessairement par ça. C'est toujours au détriment de quelque chose d'autre. Alors après, il faut rester, faut voir l'ordre hiérarchique des choses. Oui, c'est sûr. Alors ces mélanges, par exemple, un brahman, c'est un personnage c'est le vrai intellectuel. Quand on parle d'un intellectuel, chez nous on parle d'un intellectuel, c'est en fait un intello, qui enregistre, qui mémorise une multitude de choses, qui cherche les poux parmi la paille, plus ou moins, qui est plus ou moins attentif, assis à l'âme, enfin il perd de vue un ensemble. Le brahman, c'est l'intellectuel contemplatif. Chez eux, c'est le sacerdotal, justement. C'est l'immuable. Oui, d'accord. Voilà, c'est le transcendant qui est réel pour lui.
En fait, moi je conçois bien cette position où, des fois, je ressens, moi, je sais pas parce que je suis un brahman, mais je dis, j'arrive à très bien ressentir que ce que les gens appellent concret, pour moi, c'est abstrait, et inversement. Voilà. Donc, en l'occurrence, ce que je sais, c'est qu'un brahman, pour lui, le transcendant, c'est ça qui est réel. Voilà. Un brahman, il croit ni à la vie, ni à la terre, ni à tout ce tralala. Lui, il est dans cette transcendance qui fait que les choses sont ce qu'elles sont, mais elles ne peuvent pas être ce qu'elles sont, ce qu'elles sont, disons, mais que le reflet d'une réalité qui transcende tout ça. Alors, et c'est ça qui est visible pour lui. Et c'est ce qu'il voit à travers toute chose. Alors ça, c'est le brahman de la société traditionnelle. Traditionnelle, voilà. Qu'est devenu le brahman moderne, alors? Bon, je ne sais pas, il n'y a pas de brahman moderne et de brahman ancien, il n'y a pas de possibilité. Un brahman, il est un brahman, ou alors il n'a plus que le titre, et il a perdu pied par rapport à la position dans laquelle il est. Ce que je veux dire, c'est quel rôle joue-t-il dans la société moderne, le brahman? Je ne sais pas. T'as pas été en Inde, toi? Oui, mais je ne sais pas. Le rôle dans la société moderne. Bah oui, quel rôle joue-t-il actuellement? Il n'y a pas de rôle de caste dans une société comme la société moderne. La société moderne ne peut pas être comparée à une civilisation traditionnelle, puisque s'il s'agit d'une anomalie, c'est une monstruosité, la société moderne. Mais la société moderne en Inde, plus qu'ailleurs, côtoie la société occidentale, puisque... Oui, mais la société moderne, c'est-à-dire le monde moderne, n'est pas une société ou une civilisation. Il faut, par rapport toujours à cette connaissance de cas, on va rester dans le cadre traditionnel, autrement on saute du coq à l'âne. Alors en restant dans le cadre traditionnel, il ne s'agit pas d'une civilisation et d'une société, il s'agit d'une monstruosité, donc d'une tumeur. D'accord. Alors c'est inutile de me demander ce que peut faire, le rôle que peut jouer, disons, un brahman là-dedans. Il n'y a plus de brahman à partir de là. On n'en parle plus. On est dans un autre monde. Oui, j'entends bien, mais il n'y a plus de brahman tel qu'il doit être. Mais il y a toujours des brahmanes, il y a toujours des parias en Inde. Non, il n'y a plus que le mot, mais c'est comme il y a des chrétiens ici, il y a des... Voilà. J'entends, ce n'est plus des noms, c'est des noms qui sont vides. Qui ont perdu leur sens, qui ont perdu toute signification en réalité, et où les personnages ne sont plus du tout dans le rôle qu'ils doivent jouer. On a aussi des chefs d'État, on a donc des gens qui sont des rois, mais ça a quelle signification? Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est normalement, et puis ça joue ce rôle, c'est des ersatz. C'est de nouveau, comme j'en ai déjà parlé, c'est un peu grossier peut-être, mais c'est la poupée gonflable, puis voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais entendre, d'accord. Et si ça se trouve, ces brahmanes détiennent le monde industriel en Inde, hein, c'est eux qui font tourner... Mais un vrai brahman, même actuellement, s'il est là-bas dans ce monde social, il reste un vrai brahman parce qu'il y a quelque chose en lui où il reste étranger au changement puis à la matière. C'est pas son rôle, c'est pas sa tasse de thé, donc il est là au milieu de tout ça et il a une vie plutôt imaginative. Et en réalité, il est toujours accroché beaucoup plus près et en rapport avec des principes qui, eux, sont totalement immuables. Et comment on les appelle, ces saints errants, là Les sannyasines. Voilà, les sannyasines. Seraient-ils les seuls à avoir gardé une certaine intégrité? Non, non. Le sannyasine, c'est de nouveau, c'est un personnage qui a quitté la caste en question à laquelle il appartenait, parce qu'il est mis en direct, il est sur la route où il est en train de chercher Dieu, et il va accomplir les choses qu'en rapport à sa volonté. Donc il est hors course sur le plan social, où il ne va pas jouer un rôle sacerdotal, ni royal, ni de rien de tout ça. Il mendie sa nourriture et il est sorti du troupeau. Oui. Le sannyasine, c'est un état. Alors après, qui est juste et faux individuellement, actuellement, moi faut voir cas par cas. Oui. C'est tout, mais le sannyasine, évidemment qu'il est
hors des considérations d'ordre social, puisqu'il s'adonne uniquement à Dieu. C'est comme quelqu'un ici qui se retire de toute la circulation pour aller se mettre en prière dans un monastère. Oui, oui, oui. Voilà. D'accord. Pour en venir, disons, au brahman, il est étranger au changement et à la matière. Voilà. Et pour lui, tout ce qui peut être l'obscurcissement et tout ça, il peut le subir dans une mesure, mais j'entends, lui, il est centré, en quelque sorte, sur ce qui transcende le tout. L'immuable et le transcendant qui est réel pour lui. D'accord. C'est vrai qu'il faut savoir que, justement, le côté stable que pouvait avoir une tradition, ce phénomène des castes qui a été appliqué juste a duré 4000 ans, et pendant 4000 ans, cette société n'a pas bougé d'un iota. Ils ont gardé les mêmes habits, les mêmes nourritures, les mêmes façons de travailler, et ils étaient au top. Pour en arriver à retourner à cette position, je dirais que c'est impossible. Ce qui est terrible, c'est que la société moderne, en 2 coups de cuillère à peau, elle a détruit tout ça. Voilà. Et alors, à bientôt. Merci.